Bonjour, moi c'est Angélique, alias Angie sur les réseaux sociaux. Je suis la maman d'Hugo, 10 ans, et je forme une famille recomposée avec Alex et son petit garçon de 4 ans. Nous souhaiterions unir la famille et avoir un petit deuxième pour lui et moi, ou un petit troisième enfant de la famille. Mais les choses ne se passent pas exactement comme nous l'espérions. Effectivement, je suis actuellement en parcours PMA, procréation médicalement assistée. Parce que je suis en insuffisance ovarienne prématurée, qu'on appelle IOP, l'acronyme. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps ne produit plus assez de follicules. Donc, je suis pas loin de la ménopause alors que j'ai 38 ans. Et mes ovaires, eux, par contre, ont 47 ans. Ça entraîne le fait que j'ai peu d'ovulation, j'ai peu de cycles. Et surtout, je peux faire des fausses couches à répétition parce que à chaque fois, même s'il y a fécondation de l'ovocyte expulsé par l'ovaire au moment de l'ovulation, il n'est pas forcément de bonne qualité. Et du coup, j'ai déjà fait 2 fausses couches précoces sous pilule d'ailleurs, avant même d'essayer d'avoir un deuxième enfant. Et là, en PMA, je viens d'en faire une troisième. Alors, comment j'en suis arrivée en PMA? C'est allé très vite pour moi et heureusement, et c'est pas le cas de toutes les femmes. Mais quand j'ai arrêté la pilule pour avoir un second enfant, je pensais vraiment que, comme pour mon fils la première fois, ça allait venir très rapidement. Pour Hugo, dès le premier cycle, c'était bon, c'était fait, il était désiré et c'est venu tout de suite quand je l'ai souhaité. Et là, pas du tout, je n'ai même pas récupéré mes règles après 2 mois. Donc je me suis inquiétée, je suis retournée voir le gynécologue qui m'a dit on attend 6 mois avant de faire des examens. Mais j'avais été en contact avec une autre femme qui avait fait le marqueur de la réserve ovarienne justement et qui avait le même âge que moi et qui m'a dit tu devrais peut-être tester l'AMH. De toute façon, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, tu peux y aller sans ordonnance. J'en ai parlé à mon gynéco qui m'a dit bah tiens, c'est une bonne idée, comme ça on verra le temps qui nous reste. Donc je fais d'abord l'AMH et on a le résultat très vite dans la journée et là je me rends compte que effectivement le résultat n'est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'il faut être à mon âge entre 0,15 et 2,5. Pour les femmes qui sont plutôt bien fertiles, c'est plutôt autour de 2. Et moi, j'ai 0,25. Donc, je suis presque à la fin. Après, ce marqueur-là ne suffit pas pour diagnostiquer une insuffisance ovarienne. D'ailleurs, ce mot était totalement inconnu de mon vocabulaire il y a encore quelques mois. Donc, j'ignorais que ça signifiait ça, ce marqueur bas. Mais le hasard a fait que pour mes réseaux sociaux, pour mon compte NG Woman Pregnancy dédié à la grossesse, j'avais rendez-vous quelques jours après avec une gynécologue spécialisée en PMA pour justement faire une interview, en parler sur mes réseaux, mais pas du tout pour moi, de façon très altruiste, pour les autres. Et il s'est avéré que cette gynécologue, très à l'écoute, j'ai pu lui en parler, j'ai pu lui présenter mon résultat d'AMH et là elle m'a dit stop, on va prendre rendez-vous pour vous d'abord et ensuite on fera l'interview dans quelques jours. Je vous redonne rendez-vous très rapidement, il n'y a aucun problème. Mais là, il faut qu'on s'occupe de vous. Et elle avait bien raison parce qu'en fait, tous les marqueurs de l'insuffisance ovarienne finalement ont été détectés dans toutes mes analyses de sang. Ma FSH, pour ceux à qui ça parle, était à 15. Il y avait quoi d'autre? Il y a aussi le comptage des follicules en trop, c'est-à-dire, alors pas en trop, en et trop, T-R-O-P, en trop, A-N-T-R-A-U-X. C'est-à-dire qu'en début de cycle, il doit y avoir à l'échographie une vingtaine de follicules au total sur les 2 ovaires, prêts peut-être pour l'ovulation et à la fin il n'en reste qu'un. Et moi j'en ai entre 0, il y a des cycles où j'en ai pas du tout, et 3, mais j'ai eu ça qu'à un seul cycle, quoi. On va dire en moyenne c'est 1 ou 2, ce qui est vraiment très bas et ce qui confirme le diagnostic de l'insuffisance ovarienne. Du coup, ça répond aux questions d'après. J'ai pas eu le temps vraiment d'y penser. Elle nous a donné toute une panoplie d'examens à faire, la gynécologue, un spermogramme évidemment pour mon conjoint. On est revenu avec lui parce qu'en fait, c'est un parcours de couple. C'est une démarche qui se fait à 2. Le conjoint a autant sa place que la dame. D'ailleurs, tout repose souvent sur les femmes parce qu'on dit tu devrais moins y penser, tu devrais faire de l'ostéopathie, tu devrais faire de l'acupuncture. Mais monsieur, c'est pareil en fait. C'est autant, c'est 50-50. Moi, j'ai su que c'était le moment parce que j'ai eu le résultat de cet examen et parce que je l'ai senti au fond de moi, dans mon corps. Mais souvent, on dit aux femmes que c'est au bout d'1 an
d'infertilité de couple, c'est-à-dire au bout d'1 an d'essai bébé où ça vient pas, qu'on commence à faire des examens, à s'en inquiéter. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller voir son gynécologue pour faire les premiers examens et de toute façon, il vous réorientera vers un gynécologue spécialisé en PMA si besoin, si c'est un peu compliqué, s'il y a des ovaires micropolykystiques, s'il y a de l'endométriose, s'il y a de l'insuffisance ovarienne, s'il y a plein de raisons en fait, les trompes bouchées, enfin il y a énormément de raisons en fait qui peuvent pousser à aller en PMA. L'urgence dépend aussi de l'âge de la femme, puisque on sait que l'homme peut procréer jusqu'au bout, mais que la femme, malheureusement, à partir de 35 ans, la fertilité baisse. À partir de 38 ans, ça devient un petit peu plus dur encore, et à 40 ans, ça s'écroule. C'est pour ça que la PMA, c'est jusqu'à 43 ans. Pour ma part, je suis en PMA depuis 4 mois maintenant. On appelle PMA, en fait, tout le suivi qui se fait quand eh bien, vous avez une aide médicale à la procréation, qu'on appelle aussi AMP d'ailleurs, qui peut être des piqûres de stimulation ovarienne, quand vous avez vraiment un suivi à ce niveau-là, et quand aussi la rencontre entre les gamètes ne se fait pas à la maison, mais au sein du laboratoire du centre de fertilité. En PMA, on est suivi par un gynécologue spécialisé, un ou une femme ou un homme. La mienne, elle est endocrinienne, elle a été aussi biologiste et en plus gynécologue spécialisée en PMA. Le quotidien est bouleversé par la PMA parce qu'en fait, notre emploi du temps est régi par la PMA, par les piqûres, par la stimulation ovarienne. Les câlins, nous en tout cas, comme on est en insémination artificielle, il faut de l'abstinence à tel moment. Vaut mieux, il nous est recommandé de faire un câlin après l'insémination pour renforcer le processus et l'acte, le geste. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont programmées, notamment pour les stimulations ovariennes simples où on dit, les câlins doivent se faire plutôt de là à là, à tel moment. Quand on nous déclenche, c'est-à-dire quand on nous fait faire la piqûre pour l'ovulation qui s'appelle l'ovitrelle, on sait qu'on va être très fertile dans les heures qui viennent, le lendemain jusqu'au surlendemain, c'est vraiment la période la plus fertile, donc il faudrait faire des câlins à ce moment-là. Il y a aussi des tests qui sont pas très glamour, comme le test de Hunter, où on nous demande de faire un câlin à partir de telle heure et jusqu'à telle heure. Voilà, on a un créneau horaire pour faire un câlin et on doit venir 7 heures plus tard pour venir vérifier la glaire cervicale dans le vagin et voir, analyser comment se débrouillent les spermatozoïdes là-dedans. Donc c'est très très glamour. Forcément, l'intimité est impactée. Nous, on essaye d'en faire un jeu, on essaie de continuer quand même les câlins entre. Enfin, je veux dire, faut pas avoir des câlins juste pour la PMA, c'est vraiment trop dommage. Mais après, les piqûres, ça fatigue. À force, c'est assez remuant. Et puis, il y a quand même l'aspect, tout est médicalisé, donc ça complique les choses. Mais ça peut solidifier le couple, comme nous. Moi, je pense que ça renforce notre amour, mais ça peut aussi détruire et faire du mal et fatiguer peut-être sur la longueur. Je vais vous donner l'exemple pour une insémination artificielle. En tout cas, on appelle en tout début de cycle, dès qu'on a nos règles, pour prendre rendez-vous pour une échographie. Et parce que cette échographie doit se faire entre le premier jour des règles et le 3e, 4e jour de début de cycle, du coup, pour pouvoir vérifier notamment s'il n'y a pas de kyste, parce que les stimulations ovariennes créent des kystes, et s'il y a un kyste, on est obligé d'attendre qu'il se résorbe pour continuer le protocole. S'il n'y a pas de kyste, très bien, on vérifie le nombre de follicules en trop, dont je vous parlais tout à l'heure, ANTR, AUX, et voir au démarrage ce que nous propose notre corps naturellement, et pour pouvoir après juger de l'évolution. Ensuite, moi, elle définit un protocole en fonction du cycle d'avant. Elle va me dire, ce mois-ci, on va faire 75 de, ce qui a été le cas ce mois-ci, ménopure, et 75 de purégon. Vous êtes à 150, on va stimuler comme ça. Vous commencez, alors souvent pour une insémination, ça peut être le 3e ou le 4e ou le 5e jour du cycle. Ça dépend des femmes, ça dépend comment veut démarrer la gynécologue. Ça dépend aussi de la réaction du corps. Il y a des femmes qui vont réagir plus ou moins bien, en plus ou moins de temps. Moi, je réagis très vite, donc elle me fait commencer au 4e jour du cycle.
Et donc à partir de là, tous les soirs, à la même heure, il faut se piquer. Donc ça aussi, ça engendre le quotidien parce que quand on a rendez-vous chez des amis, il faut emmener, il faut garder les piqûres au frais. Si on veut partir en week-end, c'est pareil. Bon, moi, je trouve que c'est juste une question d'organisation. Je trouve que c'est OK. Mais je sais que tout le monde n'en est pas capable et pas mal de gens annulent les rendez-vous avec les amis, les soirées, les sorties. Et tout est subordonné en fait en fonction de la PMA, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Je ne m'empêche pas de vivre mon quotidien, mais je m'organise autrement. Et c'est fatigant. C'est vrai que ces piqûres fatiguent. Ça demande beaucoup d'énergie au corps en fait pour créer des choses. Il est un petit peu secoué ce corps, donc forcément ça se ressent. Et alors en fonction des doses, on ressent plus ou moins de symptômes. C'est vrai que moi ça va encore, même si j'ai des doses moyennes. Mais voilà, la fatigue, elle est bien présente, ça c'est sûr. Et donc, au 9e jour du cycle, alors parfois c'est le 10e, je retourne chez la gynécologue pour faire cette fois une nouvelle échographie. Et là, elle regarde comment les follicules ont évolué. Alors, elle va me dire, là, il y en a un, il mesure tant, c'est très bien. Bon, alors, elle va réadapter le traitement, me dire, alors finalement, on fait plus que 2 jours de piqûre. Et puis ensuite, le 3e jour, vous déclencherez avec une autre piqûre. Ah, mais mince, l'ovulation n'est pas loin. Alors, on va vous la bloquer. Donc, il y a encore une piqûre pour bloquer l'ovulation et donc pouvoir contrôler tout le cycle. Donc, c'est hyper complexe, hyper précis. Et ensuite, quand on a fait la piqûre de déclenchement, souvent, c'est l'avant-veille de l'insémination vers 21h. C'est assez précis parce que ensuite, elle va me donner un rendez-vous d'insémination 2 jours plus tard, le matin, pour pouvoir être au moment juste avant l'ovulation. L'ovulation après la piqûre a lieu autour de 40 heures après. C'est assez précis. Psychologiquement, ce sont les montagnes russes, il faut se l'avouer. Il y a le début de cycle où on est remonté à bloc parce qu'on sait que dans 15 jours, on peut être enceinte. On sait que... Et puis c'est excitant finalement de voir comment notre corps va réagir. Enfin, moi, je le vis vraiment comme une aventure. Et puis ensuite, une fois que l'ovulation, que l'insémination a eu lieu, il y a toute cette phase d'attente qui est vraiment très longue, qui paraît être une éternité. On ne sait pas pourquoi les 15 premiers jours passent super vite et les 15 derniers jours nous paraissent vraiment insurmontables. Mais ils le sont. Ils sont toujours surmontables. Ce qui est difficile, c'est qu'en seconde partie de cycle, après, on ne se pique plus. Par contre, on est sous progestérone. Alors, c'est des ovules que l'on met en intravaginal. Alors parfois, ça dépend des doses. Ça peut être, moi, c'est le matin et le soir. Parfois, c'est le matin, midi et soir. Parfois, c'est 2, 2, 2. Parfois, c'est qu'un seul le soir. Bref, c'est quand même pas très, ragoûtant tout ça parce que ça coule dans la culotte. Voilà, c'est pas évident, mais surtout, ça crée des symptômes de grossesse les mêmes. Donc, c'est hyper traître, hyper perturbant. Et du coup, ça nous fait psychoter. Et arriver au stade où on peut commencer à faire des tests, moi, personnellement, je rentre dans des psychotages complets, dans une espèce de psychose du test de grossesse. J'en fais mes 10, 20 par jour. J'achète des lots, vous inquiétez pas, sur Amazon. Et en fait, c'est très perturbant. Malheureusement, avec la piqûre qui déclenche l'ovulation, en plus, les tests peuvent être faussés parce que ça crée des positifs, puisque ça nous crée une augmentation des bêta-HCG, d'une hormone qui simule, voilà, qui remplace un peu les bêta-HCG et que les tests de grossesse détectent à la place du vrai bêta-HCG. Donc, ça peut être aussi très traître. C'est-à-dire qu'on fait un test de grossesse, il est positif, mais c'est pas réel. À ma première insémination, tout était négatif. Voilà, ça n'a pas marché. En même temps, je savais que j'avais peu de chance parce que mon follicule, le seul que j'avais de mature, n'était pas très beau, il n'avait pas l'air de très bonne qualité. Donc, pas de regret, je suis repartie sur la seconde insémination vraiment en force, plus que combative, combattante, je sais pas comment on peut dire. Et la deuxième insémination a fonctionné. C'est la première fois en fait que j'avais un Clearblue digital qui m'indiquait 1-2 semaines enceinte. C'était juste incroyable, énormément d'émotions. Là vraiment c'est l'ascenseur qui monte tout en haut, l'émotion qui fait wouhou. Tous mes tests étaient positifs, même les tests 18 bandelettes qui ne marquaient pas avec les traitements. C'est un des seuls qui ne marquait pas avec les traitements avec le Clearblue digital. Cette fois il marquait.
j'étais enceinte, je fais la prise de sang, je vois que j'ai du bêta-CG, je suis à 26. Alors, j'étais vraiment en tout début de grossesse puisque j'étais qu'à 11 jours de mon insémination. Mais j'étais déjà à 26, donc c'était un très beau taux. Je refais le taux quelques jours plus tard et en fait, il était en train de baisser. Donc, je fais une fausse couche. Donc, de nouveau, une déception. Je peux vous dire que là, c'est la chute. Un peu difficile à vivre, c'est sûr. Mais on sait qu'en PMA, on a plus de risques que cela arrive, puisque déjà, si on a un souci d'infertilité, ben, il y a plus de chances qu'il y ait un souci derrière, surtout une insuffisance ovarienne comme j'ai, et le peu de qualité de mes ovocytes. Mais en plus, avec une FIV par exemple, ou une insémination, alors encore une insémination, c'est plutôt naturel, puisque les gamètes se rencontrent naturellement dans le corps de la femme. Mon entourage m'épaule beaucoup, mon conjoint notamment est très présent, est vraiment investi, enfin on vit ça vraiment tous les deux et ça c'est magnifique et je crois que ça renforcera à jamais notre couple. Mes proches au début se questionnaient, est-ce que tu vas pas trop loin, est-ce que tu vas pas souffrir, est-ce que ça va pas être néfaste pour ta santé? En fait les gens s'inquiétaient pour moi et finalement ils se sont rendus compte que bah voilà, j'étais plutôt prête à tout et que ça se passait bien, que je le vivais quand même plutôt bien. Donc, tous mes proches vraiment me soutiennent. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, il y en a qui comprennent pas trop mon problème d'infertilité, quoi. Parce qu'on me dit, mais arrête avec tout ça, la PMA, tout ça, mais c'est des bêtises. Laisse faire la nature. Mais si je laisse faire la nature, dans 1 an, je suis ménopausée et je ne pourrai plus avoir d'enfant. Donc, à moins d'un miracle. Après, tu as toujours des gens qui veulent pas mal faire et qui sont quand même bienveillants, mais qui vous disent des choses blessantes, comme « arrête d'y penser, tu te crées un blocage ». Non, l'infertilité, pour moi en tout cas, n'est pas due à un blocage psychologique. La preuve, je suis tombée enceinte en étant tout à fait psychopathe des tests de grossesse, que j'y pense tout le temps. Comment ne pas y penser quand on est en PMA ? Avec tous les rendez-vous. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, en plus des échographies, des piqûres et tout, il y a les prises de sang, enfin des piqûres, oui, des injections qu'on se fait, il y a les prises de sang. Mais oui, parce qu'à partir du 9e jour, il faut vérifier le taux d'hormones pour savoir si les follicules produisent bien et sont bons pour l'ovulation, savoir si on n'est pas en ovulation, etc. Des conseils pour des personnes qui veulent démarrer ce processus, ce protocole. C'est difficile parce que chaque femme est différente, chaque couple aussi. Souvent, les couples qui se lancent dans cette démarche, c'est vraiment une démarche réfléchie. Et c'est quelque chose qui vient des tripes. Hein. C'est un désir qui vient des tripes et qu'on ne peut pas de toute façon contrôler. Donc, je les encourage à aller jusqu'au bout, à ne pas désespérer, à ne pas baisser les bras. Et à se faire accompagner par un professionnel de son choix. Ça peut être un psychologue, mais pas simplement. Ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un ostéopathe, une personne qui fait de l'acupuncture. Enfin, vraiment ce qui lui apporte du bien-être. Et aussi de trouver des moments pour soi. C'est pas évident. Pour le couple, c'est hyper important. Et ne pas se laisser embarquer dans quelque chose de trop médicalisé, même au niveau du couple. Essayez de garder cette magie, essayez de garder ce qui a fait le couple au début. Mais c'est pas facile. Mais on y arrive. On y arrive avec beaucoup de volonté, beaucoup d'amour et de patience. Et ça, ma patience est mise à rude épreuve parce que je ne suis pas quelqu'un de patient à la base. Mais là, je suis obligée de l'être. J'ai pas le choix. Et donc, j'apprends. C'est une belle expérience. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'épreuve, il y a que des expériences. Et puis au final, c'est pour quelque chose de très beau. C'est pour concevoir la vie, c'est pour avoir un enfant, c'est pour fonder une famille. Donc ça reste que du positif.